Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui, on va aborder un très gros sujet, celui de la gestion de la lumière dans les jeux vidéo. On ne va pas aborder toutes les notions que comporte la lumière dans cette vidéo, notamment on ne va pas parler d'illumination globale ou de rendu basé sur la physique, mais ici on va s'intéresser à une particularité précise de la lumière dans les jeux vidéo, celui de l'illumination locale. Avant de parler de l'illumination locale en détail, voyons comment se comporte la lumière de manière succincte, de manière physique. La lumière est une sensation sensorielle qui apparaît lorsqu'une longueur d'onde traverse la rétine de l'œil humain. L'œil humain est sensible aux longueurs d'onde entre 350 nanomètres et 750 nanomètres. Alors on peut représenter la lumière blanche comme étant une combinaison de toutes les longueurs d'onde visibles par l'œil humain. Pour être plus précis, l'œil humain possède différents types de récepteurs, des récepteurs photopiques et des récepteurs scotopiques. Les récepteurs scotopiques vont être efficaces à faible luminosité, et c'est cela qui va permettre de pouvoir distinguer l'environnement de nuit par exemple. Et les récepteurs photopiques vont être efficaces de jour et vont permettre de pouvoir distinguer directement les longueurs d'onde, c'est-à-dire la couleur. Alors c'est pour cela que la nuit on ne va pas vraiment distinguer de couleur, car tout simplement les récepteurs photopiques ne sont pas très efficaces à faible luminosité. Alors on pourra distinguer trois types de récepteurs photopiques, des récepteurs photopiques sensibles aux longueurs d'onde bleues, des récepteurs photopiques sensibles aux longueurs d'onde vertes, et des récepteurs photopiques réceptifs aux longueurs d'onde rouges. Comme vous pouvez le voir ici, on a juste trois longueurs d'onde où l'œil humain est vraiment sensible. Pour pouvoir avoir d'autres longueurs d'onde, c'est-à-dire pouvoir distinguer d'autres couleurs comme le cyan, le magenta, le blanc, etc. Et bien ici on va venir combiner les différents pourcentages de longueur d'onde que reçoivent les différents récepteurs, et ici on va utiliser la méthode additive. Et bien par exemple si on va voir du cyan, en réalité c'est qu'on aura 100% de bleu et 100% de vert. Si on veut voir par exemple du magenta, eh bien on aura 100% de rouge et 100% de bleu, etc., etc. Pour la lumière blanche, eh bien ici on aura le récepteur bleu va être à 100%, le récepteur rouge va être à 100% et le récepteur vert va également être à 100%. Donc c'est pour cela qu'on va voir une couleur blanche. Alors le traitement de l'œil humain est bien plus complexe que cela, mais ça vous donne une idée de pourquoi on utilise des valeurs rouges, verts et bleus en informatique. Donc en informatique, on va pouvoir représenter une couleur donc avec trois valeurs, une valeur rouge, une valeur bleue et une valeur verte. Pour ce faire, on va représenter donc ces trois couleurs sur 32 bits. Pourquoi on va le représenter sur 32 bits? Parce qu'on aura à chaque fois 255 valeurs possibles, 255 valeurs pour le rouge, 255 valeurs pour le vert et 255 valeurs pour le bleu. Ici ça nous donne en réalité 24 bits. Pourquoi on utilise 32 bits et pas 24 bits? Eh bien tout simplement on va utiliser un canal supplémentaire qui va nous être utile pour notamment faire de la transparence. Donc pour le moment on va pas vraiment l'aborder ici. Nous on va se concentrer ici vraiment sur les trois couleurs R, G et B pour en anglais red, green et blue. Dans tous les cas, je ferai une vidéo dédiée sur l'interprétation de ces couleurs, notamment en abordant les notions d'espace de couleurs, qui en réalité pourra avoir quelques petites subtilités au niveau de comment on perçoit la lumière de manière informatique. Alors maintenant qu'on sait que la lumière est une sensation sensorielle pouvant être définie par trois composantes bleu, vert et rouge, voyons comment la lumière peut être altérée avec différents objets avant d'arriver jusqu'à nos yeux. Alors, la lumière est émise par différentes sources lumineuses, par exemple le soleil,
Eh bien, quand les longueurs d'onde vont arriver sur les objets, ils vont être altérés de différentes façons jusqu'à arriver à nos yeux. Alors prenons un objet par exemple rouge, enfin perçu rouge. Comment la lumière va-t-il altérer comment l'objet va-t-il altérer la lumière? Donc un objet perçu rouge, eh bien en réalité il va absorber une partie de la lumière, donc il va absorber les composantes vert et bleues de la lumière, et va venir réfléchir les composantes rouges de la lumière. Donc c'est pour cela qu'on va voir du rouge à la fin. Alors en réalité les objets n'absorbent pas complètement et ne réfléchissent pas complètement. Par exemple un miroir, en réalité il va venir vraiment refléter presque toute la lumière, mais va en absorber une toute petite partie. Et un objet qui nous paraît noir n'est pas en réalité totalement noir. Donc il ne va pas vraiment absorber toute la lumière émise. On ne va pas parler ici de réfraction et de diffraction, mais on pourra l'aborder plus tard dans d'autres vidéos. Alors voilà, c'est à peu près globalement comment fonctionne l'altération de la lumière par les objets. Donc on aura pu aller de plus en détail sur vraiment comment ça fonctionne, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard avec notamment le rendu basé sur la physique pour réaliser de la lumière de manière plus complexe. Alors maintenant, voyons réellement comment se passe cette altération de la lumière des objets pour arriver jusqu'à nos yeux. Alors dans les jeux vidéo et en infographie notamment, on va utiliser des techniques d'illumination locale ici. Donc, je vous ai dit qu'on ne va pas parler d'illumination globale, que ce sera beaucoup plus complexe. L'illumination locale est une technique d'illumination, sont des techniques d'illumination simplifiées, pouvant représenter l'objet, la couleur d'un objet, uniquement en ayant des informations de longueur d'onde et des informations de surface. Alors les objets environnants ne seront pas vraiment pris en compte lorsqu'on va venir calculer la couleur des surfaces d'un objet. Mais voyons comment on va procéder en détail. Alors ici on va utiliser deux techniques d'illumination locale, principalement des techniques d'illumination spéculaire. Donc je vais expliquer qu'est-ce qu'une illumination spéculaire. Mais ici on va utiliser le modèle d'illumination de Phong et le modèle d'illumination de Blin-Phong, qui est une amélioration du modèle de Phong. Le modèle d'illumination de Phong est un modèle permettant de pouvoir décrire une équation de rendu pouvant calculer une couleur à la fin. Enfin, globalement une intensité, on appelle ça une intensité, mais on va partir du principe que ça représente la couleur. Alors, on pourra distinguer, en plus du modèle d'illumination de Phong, l'ombrage de Phong, l'ombrage de Gouraud et l'ombrage flat. Alors ces trois types d'ombrage vont globalement utiliser le même modèle, donc le modèle d'illumination de Phong, mais vont appliquer le modèle de manière différente. L'ombrage de Phong va appliquer le modèle à chaque fragment dans notre pipeline de rendu. Donc les fragments vont représenter globalement les pixels. Et l'ombrage de Gouraud, contrairement à l'ombrage de Phong, ici va vraiment appliquer le modèle de Phong à chaque vertex. Donc, une fois qu'il aura appliqué le modèle à chaque vertex, eh bien, on va venir interpoler les couleurs des trois vertex de nos triangles pour pouvoir avoir la couleur finale de chaque pixel. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le modèle, l'ombrage de Phong sera beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide que l'ombrage de Gouraud, qui est appliqué par vertex. Et on pourra aussi distinguer une troisième type d'ombrage, l'ombrage flat, qui ici sera encore une simplification qui va venir uniquement calculer une couleur pour un vertex et va venir l'utiliser pour tous les pixels du triangle. Donc en fonction des styles graphiques,
on pourra soit utiliser l'ombrage flat, soit utiliser l'ombrage Gouraud et soit utiliser l'ombrage de Phong. Globalement ici on va utiliser l'ombrage de Phong, mais globalement le modèle de Phong sera appliqué de la même, sera décrit de la même façon pour les 3 types d'ombrage. Donc en fonction, dans tous les cas, les 3 ombrages seront faciles à implémenter si vous comprenez bien ce qu'est le modèle de Phong. Alors maintenant, voyons en détail le modèle d'illumination de Phong. Le modèle d'illumination de Phong va consister à définir une intensité comme étant l'addition de 3 composantes, une composante ambiante, une composante diffuse et une composante spéculaire. Alors ici on décrit ces 3 composantes additionnées comme étant des différentes intensités, mais on pourra également le représenter par une couleur RGB. Donc ça sera similaire en termes de notation. Donc soit on va utiliser le terme intensité, soit on va utiliser les termes couleur. Alors voyons en détail en quoi consistent ces 3 composantes ambiantes, diffuses et spéculaires. Et bien ici, cela va représenter différentes particularités de l'altération de la lumière par un objet. Donc la composante diffuse va permettre de pouvoir voir la réflexion et l'absorption d'un objet. Donc ici, plus la lumière fera face à une surface, donc à un point donné, et plus la composante diffuse sera forte, et moins la lumière fait face à la surface, et moins la composante diffuse sera élevée. Alors la composante diffuse ici peut être définie comme étant la multiplication de la composante diffuse de la lumière par la composante diffuse de l'objet. Donc par exemple, si on a une lumière blanche qui va vraiment faire face à notre objet, eh bien la composante diffuse ici, donc de l'objet, on pourra la représenter par exemple avec du bleu, et globalement quand on va multiplier la couleur bleue ici avec une couleur blanche, donc représentée par des 1, 1, 1, et la couleur bleue par 0, 0, 1, donc le dernier channel ce sera du bleu, et bien à la fin on aura un rayon lumineux bleu. Donc vous voyez si on multiplie les termes ensemble, les composantes vert et rouge sont enlevées, et on aura à la fin une composante bleue au final. Donc en faisant ceci, ça va permettre de pouvoir représenter des couleurs, l'absorption et la réflexion d'une couleur en utilisant la multiplication de 2 couleurs ensemble. Alors la composante diffuse sera aussi calculée, comme je vous l'ai dit, avec l'orientation de la lumière avec la surface. Et pour ce faire, on va venir utiliser la normale associée à la surface à chaque point. Donc pour pouvoir récupérer la normale associée à chaque point, eh bien on va d'abord définir, comme pour les vertex, des attributs de vertex. Donc comme je vous le rappelle, on avait associé à des vertex des attributs, des coordonnées UV, donc pour nos textures, et on va également associer des coordonnées de normale à chaque vertex. Ce qui est pratique quand on passe du vertex shader au fragment shader, et notamment pendant la phase de rasterisation, c'est que les attributs de sommet vont venir être interpolés par le rasterizer après le vertex shader. Donc dans le fragment shader, on aura tous nos attributs qui auront été déjà interpolés par le rasterizer. Alors cela c'est très pratique, ce qui va nous permettre d'avoir nos normales à chaque point, à chaque fragment. Mais comment maintenant représenter les normales dans le monde? Comme pour les vertex, il va falloir transformer nos vertex de manière géométrique avec notre modèle, avec la transformation de notre modèle. Donc pour pouvoir, par exemple, si on tourne un objet, il faut que les normales soient aussi tournées avec l'objet en même temps. Donc pour ce faire, on va utiliser la matrice modèle, donc pour pouvoir transformer notre normale. Ici, on ne va pas utiliser la translation quand on n'en aura pas besoin, vu que les normales sont tout simplement définies par des directions. Mais globalement, il y aura une petite particularité à faire, c'est que ici, le calcul ne sera pas correct si jamais notre matrice modèle est mise à l'échelle avec des échelles non uniformes.
c'est-à-dire que les composantes x, y et z ne seront pas égaux. Alors, pour ce faire, pour pouvoir réaliser une transformation de normale avec des mises à l'échelle non uniformes, on va venir utiliser deux opérations, l'opération inverse de matrice et l'opération transpose de matrice. On va venir inverser la matrice modèle pour pouvoir avoir nos mises à l'échelle qui seront inversées. Et globalement, pourquoi on va venir transposer ensuite car tout simplement l'inverse d'une rotation sera égal à la transpose de la rotation. Donc ça va permettre, si on inverse la rotation puis qu'on transpose la matrice rotation, ça va permettre de pouvoir rétablir la rotation comme ça l'était au départ, mais tout en gardant la mise à l'échelle inversée. On va venir convertir notre matrice 4x4 par une matrice 3x3 pour pouvoir enlever notamment la translation. Alors une fois qu'on a défini nos normales et qu'on peut l'utiliser, on peut les récupérer dans le fragment de shader, et bien on va pouvoir calculer notre composante diffuse par le calcul suivant comme étant le produit scalaire entre la normale et la direction du vecteur, la direction de la lumière. En faisant cela, le produit scalaire par exemple d'un vecteur orthogonal à un autre donnera 0. Donc on aura une composante diffuse égale à 0, 0, 0. Donc on n'aura pas de composante diffuse, ça sera complètement noir. Et si la lumière du coup fait face directement à la normale, eh bien ici on aura un produit scalaire qui sera égal de 1. Donc ça va être pratique, ça va permettre de pouvoir directement définir la couleur comme étant la composante diffuse de la lumière avec multipliée par la composante diffuse de notre objet. Donc c'est pour cela qu'on va pouvoir distinguer vraiment l'ombrage, l'ombre dans ce modèle utilisant le modèle diffus. Alors c'était la particularité de la composante diffuse. Concernant la particularité de la composante spéculaire, elle va prendre également en compte la direction dans laquelle on regarde un objet, donc la position de la vue par rapport à l'objet, donc au point donné. Alors pour calculer la composante spéculaire, on va également définir une composante spéculaire à la lumière et une composante spéculaire à l'objet. En réalité, cette composante spéculaire va être associée à des objets particulièrement brillants. Vous savez, quand vous regardez des fois par exemple dans l'eau, on va voir à certains moments une certaine brillance au niveau de l'eau. Et bien ici, c'est également cela qu'on va vouloir représenter avec cette composante spéculaire. La composante spéculaire va être calculée comme étant la composante spéculaire de la lumière multipliée par la composante spéculaire de l'objet, multipliée par l'angle entre le vecteur réfléchi et le vecteur de vue. Alors ici on ne va pas prendre uniquement l'angle, donc pour ce faire on n'utilise pas directement l'angle mais le produit scalaire, mais c'est à peu près pareil. Mais on va également ajouter une puissance à ce produit scalaire et on va venir utiliser un nouveau terme, le terme shininess, qui sera associé directement à l'objet et qui va permettre de pouvoir avoir plus ou moins des taches brillantes de différentes tailles. Donc une shininess petite aura une grosse tache, donc ça sera vraiment bien élargi, et plus la shininess sera petite et plus le point brillant sera petite et intense. Donc cet effet de spéculaire sera bien pour les objets réfléchissants, les plus réfléchissants, et si on ne veut pas de composante spéculaire, eh bien on pourra tout simplement définir la composante spéculaire de l'objet par des 0, 0, 0 par du noir. Comme ça on n'aura pas de composante spéculaire ici. Il faudra s'assurer notamment que l'angle entre utilisé pour la composante diffuse et l'angle utilisé pour la composante spéculaire ne soit pas supérieur à 90 degrés, car tout simplement ce ne serait pas correct. À part pour la composante spéculaire qui a une petite spécificité quand on va utiliser le modèle de Linfong. Et enfin, pour la composante ambiante,
Eh bien, elle sera tout simple, sera calculée comme étant la composante ambiante de la lumière multipliée par la composante ambiante de l'objet. Alors pourquoi on utilise une composante ambiante? En réalité, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser, mais ça va permettre de pouvoir simuler de manière simpliste la couleur de l'environnement qui pourrait arriver sur une surface avant d'arriver jusqu'à nos yeux. Donc les objets, par exemple, d'une salle avec des murs bleus et un plafond bleu, vont être vus avec une légère bleutée qui pourra représenter les réflexions de l'environnement avant d'arriver jusqu'à l'objet. Alors ça peut être pratique aussi si on souhaite pouvoir voir notre objet si la lumière fait face, ne fait pas face aux surfaces. Ça va permettre de pouvoir quand même distinguer les objets sur les autres faces. Mais globalement, on peut ne pas l'utiliser si on souhaite avoir des objets totalement noirs quand la lumière ne fait pas face aux surfaces. En général, on pourra également représenter une composante ambiante de manière globale sans utiliser de multiplication possible. Donc on va vraiment utiliser une composante ambiante générale et on pourra additionner une composante qui sera applicable à tous nos objets, et on va additionner les composantes ambiantes qui seront liées à la fois à la lumière et à la fois à la composante ambiante de l'objet. Donc vous allez voir qu'on pourra améliorer cette formule dans la suite de la vidéo quand je vous expliquerai les matériels avec notamment les lightmaps. Mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure quand on va l'aborder au moment venu. Alors comme vous avez pu le voir, on définit 3 composantes ambiantes, spéculaires et diffuses pour la lumière et 3 composantes ambiantes, diffuses et composantes pour l'objet. Ça va permettre de pouvoir définir des objets de différentes couleurs et de façon différente. On pourra à la fois définir des objets de manière métallique, des objets de manière non métallique, et globalement ça va permettre de pouvoir nuancer les couleurs en fonction des différents objets. Alors pour la composante spéculaire, comme je vous l'ai dit, en général on va définir la composante spéculaire de l'objet directement comme étant la composante spéculaire de la lumière. Donc on va uniquement définir les composantes spéculaires de l'objet comme étant blanc, et on prendra la composante spéculaire de la lumière directement. Mais voilà, c'est en général si on souhaite avoir différents rendus plus ou moins réalistes ou non, c'est toujours pratique d'avoir différentes composantes à modifier. Pour la composante ambiante de l'objet, en général elle sera égale à la composante diffuse, car tout simplement on va utiliser directement la composante ambiante de la lumière pour pouvoir définir cette particularité ambiante que pourrait avoir l'environnement par rapport à la surface de l'objet. Donc en réalité la composante ambiante est plutôt liée à l'environnement plutôt qu'à l'objet en lui-même. Mais globalement aussi, on pourra aussi avoir une composante ambiante par objet pour pouvoir avoir des rendus différents en fonction de ce qu'on souhaite avoir en matière de direction artistique. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Dans le framework shader, on pourra définir 2 structures, une structure de lumière et une structure de matériel. Donc la structure de la lumière va définir les composantes spéculaires ambiantes et diffuses de la lumière, et la composante et le matériel va définir les composantes spéculaires, diffuses et ambiantes de notre objet. C'est ça qu'on appelle un matériel. Un matériel, c'est vraiment les couleurs représentées par l'objet. Alors, on pourrait ajouter dans la structure de lumière une valeur d'intensité qui va permettre de pouvoir régler plus ou moins l'intensité de la lumière sur les 3 composantes ambiantes, spéculaires et diffuses en fonction de ce qu'on a comme paramètre. Donc par défaut, on aura une valeur de 1 qui représentera une intensité par défaut. Alors vous comprenez à peu près comment fonctionne le modèle d'émulation de Phong.
Maintenant, voyons différents types de lumière. Donc on va distinguer 3 types de lumière qui sont implémentés dans les moteurs de jeu et utilisés dans différents jeux vidéo, qui seront les lumières directionnelles, les lumières ponctuelles et les lumières en forme de cône, ou spotlight en anglais. Alors on va commencer par les lumières directionnelles qui seront les plus simples à comprendre. Les lumières directionnelles seront des lumières qui seront tellement éloignées d'un objet qui aura des rayons lumineux qui arrivera de la même direction par rapport à l'objet. Donc, quand on va utiliser la direction de la lumière pour la composante diffuse et la composante spéculaire, eh bien on va directement utiliser une direction et on va plus prendre en compte la position de la lumière par rapport à notre objet. On va directement utiliser une direction et ça va permettre de pouvoir avoir à chaque fois des directions unidirectionnelles vers notre objet. Donc c'est tout simple. Pour pouvoir calculer une lumière directionnelle, eh bien on va juste prendre une direction pour calculer la lumière. Pour les lumières ponctuelles et spotlight, eh bien ici on va prendre en compte également, on va prendre en compte la position de la lumière. Donc on va venir faire la différence entre la position de la lumière et la position de la surface, donc du pixel, pour pouvoir calculer la direction par rapport à la surface du pixel. Donc on va prendre la normale, tout en prenant en compte la normale pour la diffuse et prendre en compte la vue pour la spéculaire. Et pour la point light et la spotlight, on va également utiliser des valeurs d'atténuation, car tout simplement une lumière ponctuelle et une spotlight eh bien, va être atténuée en fonction de la distance de la lumière par rapport à notre objet. Plus la lumière sera éloignée, plus l'intensité de la lumière sera faible, et plus il sera proche, et plus la lumière sera élevée. Alors on pourra définir différentes équations d'atténuation. Je vous remettrai à l'écran plusieurs fonctions d'atténuation utilisées par différents moteurs de jeu qui utilisent différentes équations. Donc ici on va parler de l'équation utilisée notamment dans OpenGL 1.1 et dans de nombreuses applications 3D. On va utiliser 3 paramètres, un paramètre linéaire, un paramètre constant et un paramètre quadratique. Les composantes quadratiques et linéaires vont tous les deux utiliser la distance entre la lumière et la surface. Et le paramètre linéaire va permettre juste de ne pas avoir des intensités infinies, car tout simplement si la distance est proche de 0, et bien si on n'avait pas de paramètre linéaire, on aurait des intensités infinies, ce qu'on souhaite éviter, car tout simplement ici on aura une division de 1 par 0, et ce n'est pas défini de manière mathématique. Alors globalement, dans tous les cas, la lumière a une certaine taille, donc théoriquement on n'aurait pas forcément des distances supérieures à la taille de la lumière définie. Mais on va pas rentrer dans les détails, et ici on va utiliser cette équation pour pouvoir calculer l'atténuation sur la composante ambiante, sur la composante diffuse et sur la composante spéculaire. Et enfin pour la lumière spot, donc la spotlight, eh bien on va toujours définir une atténuation. On va toujours prendre en compte la position de la lumière par rapport à la surface, mais on va également prendre en compte un angle et une direction donnée de cette lumière. Donc en faisant cela, on va pouvoir définir une lumière en forme de cône pour pouvoir éclairer uniquement la lumière avec un angle donné. Alors, comment on va calculer cela? Eh bien, on va rajouter une valeur d'intensité qui sera égale à 0 quand la lumière n'est pas dans la bonne direction, qu'on dépasse la range de l'angle, et on sera égal à 1 si jamais la lumière est dans si la direction de la lumière, enfin si l'objet est en direction de la lumière définie par la spot.
En général, on va utiliser également une interpolation de bord, où on va rajouter un angle supplémentaire qui va permettre de pouvoir interpoler de manière fluide là où la spot est dirigée et là où la spot n'est pas dirigée. Donc on aura une interpolation soit linéaire, soit avec d'autres courbes, mais globalement ça va fonctionner exactement de la même façon. Cette valeur d'intensité sera multipliée avec la valeur d'atténuation dans la spotlight, qui va permettre de pouvoir gérer les composantes ambiantes, diffuses et spéculaires avec cette atténuation. Alors maintenant, voyons une amélioration du modèle de Phong avec le modèle de Blindfong. Alors le modèle d'émulation de Blindfong va rectifier le calcul de la valeur spéculaire, notamment avec l'exemple suivant. Dans l'exemple suivant, on a une vue qui est dirigée d'une certaine façon par rapport à la surface, et une lumière qui est dirigée d'une certaine façon avec la surface. Ici, le vecteur réfléchi est supérieur, l'angle entre le vecteur réfléchi et la direction de vue est bien supérieure à 90 degrés. Dans le modèle de Phong, ici ça correspondrait à une valeur spéculaire de 0, car tout simplement un angle de 90 degrés correspondrait à une valeur de 0. Dans le modèle de Blindfong, on va venir rectifier cela, et on ne va plus utiliser l'angle entre le vecteur réfléchi et la direction de vue, mais ici on va utiliser la bissectrice entre le vecteur de vue et la direction de la lumière. En faisant cela, on pourra avoir des angles supérieurs à 90 degrés entre le vecteur réfléchi et le vecteur de vue. Donc c'est tout simple comme modification, c'est uniquement sur cela que le modèle de Blindfong va améliorer le modèle de Phong, et globalement ce sera tout pour ces deux modèles. Alors si on souhaite avoir plusieurs lumières qui vont impacter un objet, eh bien on va tout simplement combiner le modèle d'illumination de Blindfong pour chaque lumière ensemble. Donc on va venir calculer les composantes ambiantes, diffus et spéculaires pour un objet d'une lumière 0, et on va additionner le résultat avec le calcul d'une composante ambiante, spéculaire et diffuse de l'objet avec une lumière 1. Donc ça va permettre de pouvoir additionner les différentes implications des lumières par rapport à notre objet. Enfin, on va parler maintenant de lightmap. Alors les lightmaps, c'est tout simplement des textures qui vont permettre de pouvoir définir les composantes ambiantes, diffuses et spéculaires à différents endroits de notre objet. Donc globalement ici on avait des couleurs qui étaient définies pour toutes les surfaces de notre objet. Et bien ici on va utiliser une texture qui va permettre de définir des endroits spécifiques, les composantes ambiantes, spéculaires et diffuses de notre objet. Donc on va venir remplacer les matériels, notre structure matérielle dans notre fragment de shader par donc les couleurs par des textures, donc des samples 2D, et on utilisera les coordonnées UV dans notre fragment de shader pour pouvoir accéder à la couleur à un endroit spécifique de la surface dans notre fragment de shader. Alors on pourrait aussi combiner avec des couleurs ambiantes, spéculaires et diffuses. Donc on va multiplier des couleurs composantes, les couleurs ambiantes, diffuses et spéculaires par les différentes textures, qui permet de pouvoir modifier à la volée le rendu des diffus, ambiantes et spéculaires de nos différents matériels. Donc ce sera toujours utile de les garder si on souhaite définir des rendus plus ou moins réalistes possibles, avec des différentes teintes possibles. Donc globalement, par défaut, on va les définir à 1, donc les couleurs ambiantes, diffus, ambiantes et spéculaires, on va les définir à 1 à chaque fois, sur chaque channel R, rouge, bleu et vert. Alors maintenant, voyons comment implémenter nos différentes lumières dans notre moteur de jeu. Alors, je vais juste vous montrer donc, actuellement comment est l'architecture du moteur de jeu. Donc,
voyons comment on s'était arrêté la dernière fois. Donc on avait nos différents objets mathématiques, les vecteurs, les quaternions, les matrices. Dans le corps, on avait la caméra, les différents moyens de représenter un objet, donc avec le mesh renderer qui va permettre de dessiner le mesh, la transform qui va permettre de représenter la position, la rotation et la mise à l'échelle de nos objets, une window qui gère la fenêtre, le shader qui permet de pouvoir compiler les vertex shader et fragment shader et de définir des variables uniformes au shader, et une texture pour pouvoir ajouter des textures pour charger des textures et les envoyer au shader quand on en aura besoin. Alors, dans la nouvelle version, du coup, donc la version 4 que voici, j'ai rajouté les lumières et j'ai modifié quelques classes pour ajouter, prendre en compte les lumières, notamment les normales pour le mesh, définir des normales, et gérer plusieurs textures pour les textures. Et pour les shaders, définir d'autres variables uniformes comme des vecteurs 3, des vecteurs 2, etc. etc., etc. Et de toute façon, on aura l'occasion de les voir chaque fichier, chaque modification. Alors commençons d'abord par les couleurs, enfin les lights plutôt. Donc les lights, hop, si on va ici, j'ai créé plusieurs lights, plusieurs classes, donc une classe qui va représenter une light, et des sous-classes, des classes enfants qui va représenter les différentes lights, les différents types de lights, donc les point lights, les directional lights, et les différents spotlights. Alors pour la classe light, alors par contre, on va mettre un peu plus de lumière. Ça sera mieux comme ça. Vous allez mieux voir. Vous allez mieux me voir. Alors, de toute façon, c'est pas le plus important. Alors, du coup, donc j'ai défini une classe light. Donc la classe light, on va un peu zoomer. Elle contient juste un type de light, donc light type, une composante ambiante, une composante diffuse et une composante spéculaire, et avec une valeur d'intensité permettant de pouvoir contrôler l'ambiante, la diffuse et la spéculaire un peu à la volée. Alors, donc les trois composantes ici, c'est des couleurs. J'ai défini une petite classe couleur toute simple. Float, R, G, B et A pour la transparence. Deux constructeurs. Hop. Et pour l'implémentation, donc dans le CPP, on a donc le constructeur couleur qui définit toutes les valeurs à 1 par défaut, et un constructeur d'assignement qui va définir les différentes composantes. C'est une classe toute simple. Et pour l'implémentation light du constructeur, globalement, j'ai mis en protected et le destructeur par défaut en virtuel, tout simplement parce que je veux pas qu'on puisse instancier une classe light. Je préfère qu'on utilise directement les différentes classes enfants, donc les directional light, spotlight et spotlight pour pouvoir les utiliser. Alors, dans le constructeur de light, c'est aussi tout simple, je vais juste définir des valeurs par défaut. Pour l'ambiante, j'ai mis à 0,1 car je ne veux pas forcément une ambiante super fort. J'ai mis également une diffus à 1, la spéculaire à 1, l'intensité à 1, et par défaut, j'ai défini en directionnel. Alors, hop, donc ça c'était pour la classe light. Et pour les classes directional light, pour commencer, j'ai rajouté un vecteur de direction pour définir la direction de la directional light. Et pour le constructeur, j'ai juste défini la direction à forward et le type à directionnel. Hop, qui va appeler le constructeur parent light. Pour la point light, hop, j'ai défini également pareil, une position à la point light, une constante, une valeur constante, une valeur linéaire et une valeur quadratique. Ces trois valeurs vont être utilisées pour l'atténuation. Et pour le constructeur, hop, c'est un peu pareil. Je définis tout à 1 ici et une point light ici. Dans tous les cas, je vous mettrai sûrement dans l'explication que j'ai fait avant quelles valeurs d'atténuation constante et quadratique on va mettre. Il y a un petit tableau qui a été fait pour pouvoir les définir en fonction de la distance qu'on souhaite avoir de la point light. Donc ça va voir de comment on va les définir.
Et pour la spotlight, hop, que je n'ai pas ouvert, juste ici, on va aller dans la voie ici, un peu plus long, on va juste rajouter une position, une direction de la spotlight dans laquelle elle regarde, un angle dans lequel on va régler le cône, et un spot smooth value qui globalement sera un angle supplémentaire qui va permettre de définir la largeur de comment on va interpoler de manière fluide là où il y a de la lumière et là où la lumière où il n'y a plus de lumière. Et on aura toujours des valeurs d'atténuation ici, comme pour la spotlight. Hop, d'ailleurs on aurait pu faire en sorte que la spotlight hérite de point light, parce que globalement c'est un peu pareil. Vous voyez qu'on avait bien les mêmes variables. Bon, globalement ici je ne l'ai pas fait, mais on pourra le faire à un moment venu. Et pour le constructeur, hop, spotlight, j'ai juste défini des valeurs par défaut avec un spot angle de 45 degrés et un spot smooth value de 0,1. Donc le spot smooth value varie entre 0 et 1 et il va permettre de définir la valeur smooth qui va être pris en compte du spotlight. Donc le spot angle, ça sera l'angle général, et smooth value, si on veut définir un angle intérieur, ça sera égal à angle plus ou moins, hop, ceci. Globalement, ça va faire un truc comme ça. Si je mets smooth angle, hop, une variable smooth angle, ça va être égal à m spotlight moins m spot smooth value fois m spot angle. Donc c'est comme ça que je l'ai défini l'angle intérieur. Hop. Et donc ça c'était pour la spotlight, et j'ai également défini une autre classe qui s'appelle Lightning Setting, qui va permettre de pouvoir définir une couleur ambiante globale à tous nos objets, qui est utilisée notamment s'il n'y a pas de light dans la scène, qui permettra quand même d'avoir une visibilité sur nos objets. Alors globalement on n'est pas obligé d'utiliser, mais c'est comme ça que moi je l'ai défini. Et le CPP, il n'y a un peu rien je crois, ouais, si juste on définit, comme c'est une valeur statique, une valeur par défaut, 0,3, 0,3, 0,3 et en alpha 1.0f. J'aurais pu utiliser des couleurs RGB et pas alpha, mais globalement j'ai préféré utiliser la valeur alpha, mettre une valeur alpha ici. Et ça c'était à peu près pour les lights. Ensuite, donc une fois qu'on a défini les structures de light, eh bien il va falloir définir les normales de nos modèles. Donc il faudra définir des normales à chaque vertex, comme on a pu le faire avec les UV. Et pour cela, je l'ai modifié dans Mesh. Donc si on va dans Mesh, hop, donc on va ouvrir le mesh.h et le mesh.cpp. Et dans mesh.h, ici, j'ai défini une fonction setNormal pour définir les normales. Défini une fonction getNormal. On va un peu zoomer comme ça vous voyez un peu mieux. Et j'ai défini une fonction computeNormal qui va permettre de pouvoir calculer automatiquement les normales associées au vertex. Alors on aurait pu les définir à la main, mais globalement on peut les calculer de manière algorithmique, comme ça ce sera plus simple à définir pour tous les modèles possibles. Et j'ai rajouté un vecteur de normal, mNormal, j'ai ajouté des, hop, ici, un configure normal buffer, donc pour configurer le vertex buffer object de la normale. Si on a plusieurs vertex buffer object, et si on n'en a que un, bah, ça sera rajouté à la structure juste ici, vertex attribute qui a une normale ici. Et globalement, je crois que c'est à peu près tout dans les fonctions que j'ai rajoutées. Hop. Sinon, si jamais on peut voir dans normal, ici dans mesh.h, les valeurs ajoutées. Donc c'est bien ça. Ceci, compute normal, la fonction normale et configure normal buffer. Et le normal ici. Ouais, c'est bien à peu près tout. Donc pour l'implémentation, j'ai repris exactement ce que j'avais fait pour les UV et pour les vertices. Donc les normales, soit on utilise un VBO, on configure le vertex attribute buffer, soit on configure directement la normal buffer. Hop, ici dans mesh, j'ai rajouté soit on configure le normal buffer en initialisation, soit on configure directement les vertex attribute buffer. Et je génère soit un VBO si on n'utilise qu'un, soit 3 VBO pour les UV, les vertex et les normales. Donc je supprime les normales et dans configure normal buffer, hop, j'ai donc défini le VBO le troisième,
la normale, la taille de la normale, les data, donc les données de normale. Et j'ai défini un setVertex attribute en 2, juste ici en index. En VBO index, j'ai mis 2 aussi, parce que ce sera l'index numéro 2. Et la taille c'est 3, vu qu'on est normal, c'est des vecteurs 3. Setup attribute vertex, n'oubliez pas que ça va GL vertex attribute pointer, ça prend un index qui va permettre de pouvoir définir les normales. Si je reviens dans mon shader, hop, là, blind fonc shader que j'ai défini, j'en ai créé un. Hop, on va aller dans le vertex plutôt. Ici, location c'est 2, c'est pour ça que j'ai mis 2 à normal. Alors, du coup, une fois qu'on a défini les différents VBO, eh bien, il va falloir calculer les normales. Hop, ici, compute normal. Juste la fonction de get normal, elle est juste ici, que j'ai rajouté. Je crois que c'était tout. Voilà. Et set normal, ici, ouais, donc c'est bon. Alors, du coup, une fois qu'on a défini les VBO, on va pouvoir calculer les normales. Alors, tout simplement, la normale d'un triangle, ça peut être calculé comme étant le produit vectoriel entre l'edge 1, donc V1 moins V0, et l'edge 2, donc V2 moins V1. Donc ça va donner un produit cross-product ici. Donc c'est comme ça que je vais définir mes normales à chaque fois. Et ici vous voyez que je vais afficher la normale, vous allez le voir tout à l'heure, les normales seront calculées et affichées dans la console. Et enfin, j'oublie pas d'assigner les normales, cette normale ici. Et où j'appelle cette fonction compute normale, eh bien je vais l'appeler dans mesh utilities, que ici a été modifié. D'ailleurs, hop, on va le mettre en vert parce qu'il a été modifié. Et dans mesh utilities, hop, ici c'est là que je vais modifier, hop, compute normale à chaque fois que je définis mes vertex. Donc à la fin, j'oublie pas de faire compute normale. Je l'ai fait un peu dans toutes les fonctions, donc je l'ai fait aussi ici, et je l'ai rajouté à chaque fois que j'ai besoin de générer mes normales de manière automatique. Alors une fois qu'on a défini nos normales, eh bien on va utiliser les lights qu'on a définis avec les différentes structures, et on va venir les envoyer à notre shader, parce qu'on en aura besoin quand on va faire les calculs de light. Alors, dans Mesh Renderer, hop, maintenant, on va aller dans Mesh Renderer, juste ici, et j'ai rajouté dans Mesh Renderer.h, je crois qu'il n'y a pas grand chose, juste ici, j'ai juste rajouté les lights quand je vais draw, et je vais ajouter un matériel que j'ai défini avec le Mesh Renderer. Donc le matériel, c'est aussi un peu simpliste que les lights, c'est une couleur ambiante, une couleur diffuse, une couleur spéculaire, une texture ambiante, une texture diffuse et une texture spéculaire, et une valeur de shininess qui est à 32 par défaut. Alors comme vous avez pu le voir ici, j'ai défini à la fois une couleur globale et une texture pour chaque composante ambiante, diffuse et spéculaire. On va juste les multiplier ensemble lorsqu'on va faire le calcul avec le modèle de Blindfold. Mais globalement, cela on aura pu l'enlever, on n'en aurait pas forcément besoin, et ambiante texture, on aurait pu enlever aussi et définir directement dans le calcul l'ambiante avec la diffuse texture. Mais globalement, j'ai laissé comme ça on a comme ça c'est un peu complet. Et j'ai défini des constructeurs, hop, que je définis des constructeurs d'assignation, et là j'ai défini mes valeurs à nul PTR. D'ailleurs, ambiante texture, ici, faut pas oublier de mettre ici, hop, ambiante texture à nul, hop, comme ceci. Il faut oublier aussi, ouais, c'est bon. Hop, donc une fois qu'on a défini le matériel, eh bien je retourne dans Mesh Renderer. Hop, je vais un peu fermer un peu tout, on n'a pas besoin. Donc on va fermer ça parce qu'on n'aura pas besoin pour le moment. Hop, ça je barre, je ferme. Light setting aussi, directional light. Hop, Mesh Equity, je ferme. Et on va garder main, on va le garder pour le moment. Et on va mettre Mesh Renderer. Donc dans Mesh Renderer, hop, ici je définis un matériel.
Donc la texture, globalement, ici, je l'utilise plus. J'utilise la texture des matériels, mais ça, faudra l'enlever vu que je l'utilise plus. Mais pour le moment, je vais le laisser en attendant. Alors le matériel, ici, on le définit. Et quand on va dessiner nos objets à l'écran, on va passer en plus de la caméra et de la window des lights. Alors globalement, on aurait pu le faire différemment. Pour le moment, j'ai pas de manager de light. Mais voilà, donc pour le moment, je l'ai laissé comme ça. On aurait pu définir un manager de light avec un singleton, mais pour le moment, je l'ai fait comme ceci. Alors, donc, on aura toujours à setter des matrices 4x4 uniformes, donc le modèle, la view, la projection. On va également définir une uniforme 3x3, la normale matrice, qui, je vous rappelle, c'est la transpose, c'est l'inverse de la matrice de transformation, enfin la transpose de l'inverse de la matrice de transformation plutôt, voilà. J'ai mis comme ça, ce sera T, hop, ce sera plus simple à comprendre, c'est T de I, hop, de transform modèle, enfin de modèle quoi, c'est ça, modèle, hop, c'est la même, transform matrice, c'est la matrice modèle. Et ici nous on prend que la matrice 3.3, hop, j'ai défini dans matrice 3.3 un opérateur, là, ouais, non pas ici, plutôt dans matrice 4x4, si je vais dans matrice 4x4, ici, hop, et ici, donc dans 4x4, je définis un opérateur, matrice 4x4, hop, là, il est juste au-dessus, là, ici. Matrice 3x3 qui va permettre de renvoyer une matrice 3x3 à partir de la matrice 4x4. Car tout simplement, la normale matrice n'a pas besoin de la translation. Donc, j'ai juste fait comme ça, j'ai juste récupéré les éléments jusqu'à 2 x 2.2, hop, et j'ai pas besoin de la troisième ligne et de la troisième colonne. Et hop, j'ai juste aussi fait une petite rectification, c'est que je m'étais trompé quand j'avais fait les opérateurs de matrice dans, hop, ici dans l'opérateur multiplication d'une matrice par un vecteur 4, j'ai remplacé le petit 2 ici par un 3, et ici aussi 2 par 3. C'est globalement, si je vais dans la fonction opérateur, hop, juste ici j'ai mis un 3, et juste ici j'ai mis aussi un 3. Voilà, c'était juste une petite erreur de ma part quand j'avais implémenté les matrices. Alors, revenons ici. Hop, on va juste revenir un peu avant parce que je ne l'ai pas modifié. Hop. Donc, cette uniforme matrice, on envoie la position de la caméra également parce qu'on en aura besoin quand on va calculer les valeurs spéculaires. Ensuite, ça, on n'en aura pas besoin parce que je n'utilise plus directement la texture tiling ici de ma texture. Et on va envoyer les composantes ambiantes, diffuses spéculaires et le shininess du matériel. Et on aura également besoin d'envoyer pour pouvoir spécifier en fait pour pouvoir utiliser différentes textures. On va envoyer un index, donc cette uniforme int ambient texture. Si je vais dans mon shader, hop, donc je vais dans mon shader asset, le shader que j'utilise, le binfong, juste ici. Donc le vertex shader, c'est donc modèle normal matrice view projection view pose, comme j'ai défini. Les attributs vertex, des valeurs que je vais retourner qui seront interpolées, comme je vous le rappelle, donc l'UV sera interpolé, la normale sera interpolée, la pose, le vertice, donc on pourra avoir récupéré la position du fragment dans le fragment de shader, la valeur interpolée, et la valeur view pose, qui cette fois-ci ne sera pas interpolée, car tout simplement, enfin elle est interpolée, mais comme je définis la même valeur pour chaque vertex, et bien tout simplement ça va renvoyer la même valeur. Donc c'est à peu près tout. Hop, pour la normale, on n'oublie pas de multiplier par la normale matrice. Et position, on n'oublie pas de récupérer vertex, inward pose, x, y et z. Donc là, je voudrais vraiment récupérer la position en position monde et pas en position en clip space, donc espace de clip. C'est pour ça que je récupère directement vertex, inward pose. Et je n'ai pas besoin de la composante W, dans tous les cas, elle est égale à 1. Hop, voilà.
Et Blindfold Shader, donc j'ai défini, comme je vous l'ai dit, ça je n'utilise plus. Ma valeur globale ambiante, et je vais juste aller dans, hop, là où il y a les matériels. Donc matériel ici c'est un uniforme, uniforme matériel, que je vais pouvoir spécifier à chaque fois mes valeurs. Donc ambiante, diffuse, spéculaire. Ici j'ai ambiante texture, diffuse texture, spéculaire texture, et à chaque fois j'ai une valeur qui va permettre de tiler et de translater les différentes textures, enfin l'UV de texture à chaque fois. Alors, je vais retourner dans mon Mesh Renderer CPP, juste ici. Donc ici, je définis que le matériel ambiant texture correspondra à la texture 0, diffuse texture correspond à la texture 1, spéculaire texture avec la texture 2. Et comme ça, je vais définir à chaque fois bind, ça va permettre de binder. Donc ma texture, je vous rappelle, c'est le fichier texture. Et dans bind, j'ai rajouté un identifiant texture index. Et gel active texture, ça va permettre de définir une texture particulière que je souhaite envoyer. Globalement, on peut définir jusqu'à combien de textures? 31 textures. À voir s'il n'est pas possible d'en définir plus, mais globalement, j'en ai pas besoin autant pour le moment. Donc ici, on a défini 3 textures. Voilà. Donc je définis à chaque fois, je veux que l'ambiance texture soit la texture 0, la texture 1 et la spéculaire texture la texture 2. Pour les valeurs diffuse texture ST, d'ailleurs j'ai défini des vecteurs KD parce que dans mon matériel, je n'ai pas encore défini pour le moment. Si on voit le matériel, je n'ai pas défini. Hop, ça compilé, c'est pas ça que je voulais. On va juste hop, retourner dans matériel. Ici, hop, 12. Ici, je n'ai pas défini des valeurs de scale et de translation pour mes textures, mais globalement, on aura l'occasion de le faire plus tard quand on en aura besoin. Pour le moment, je les ai définis par défaut 0, 0, 1, 1. De toute façon, pour le moment, je ne l'utilise pas. Enfin, les valeurs dans mon shader, enfin, si je l'utilise dans mon shader, mais comme ils sont par défaut, c'est comme si il n'y en avait pas. Alors, une fois qu'on a défini les matériels, on va pouvoir s'attaquer aux lights. Et les définir une à une. Donc j'ai parcouru toutes mes lights et je définis un tableau de combien j'ai de light directionnel, combien j'ai de spot directionnel, combien j'ai de point directionnel. Alors globalement, pour le moment, dans mon shader, je n'accepte que un certain nombre de spotlight et un certain nombre de potlight, de point light, lumière ponctuelle. Et j'accepte uniquement une seule light directionnelle. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? On aurait pu définir les structures de manière autre. On aurait pu déjà définir une seule structure et qui permet de stocker toutes les variables de light. Comme je vous l'ai dit, globalement, une spotlight c'est comme une potlight, mais avec un angle particulier. La potlight aurait un angle de 360. Si on avait utilisé l'angle juste ici, spot cos angle, on aurait utilisé 360 ici. Avec une légère, parce que là on utilise le cosinus de l'angle et pas l'angle directement, mais globalement c'est la même chose. Et la point light serait comme la directional light, sauf que l'atténuation justifie, il n'y en aurait pas, donc ça n'aurait pas été forcément si problématique. Hop, et on aurait pu définir tout ça dans une seule structure. Alors moi je préférais diviser en 3 structures et à chaque fois définir alors pour la directionnelle, une seule directional light, et pour les point light à chaque fois j'en ai défini 4 juste ici. Pourquoi on en définit 4 ici? Tout simplement que en GLSL on est obligé de définir, il n'y a pas de liste de tableaux dynamiques, et les tableaux sont forcément statiques et ils sont forcément avec des valeurs fixes. Donc ici j'en définis 4 maximales, mais j'en aurai pas forcément 4, juste je peux en avoir 4 maximales. Et c'est pour ça qu'ici j'ai un pot light count, ça va me dire combien de light j'ai actuellement dans le moteur de jeu. Hop, ici pot light count, je fais la même chose pour spotlight et je définis 4 valeurs. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai défini mes structures de light, avec à chaque fois les valeurs correspondantes. Hop,
je retourne dans mon Mesh Renderer et on va voir en détail à chaque fois. Donc ici je vais définir le point light et le spotlight counter. Cette variable là je n'utilise pas car tout simplement j'ai qu'une seule variable pour le moment, enfin qu'une seule directional light pour le moment. Et j'oublie pas d'envoyer la global ambient color à m global ambient color de light setting. Donc on va voir en détail comment ça fonctionne ma boucle. Alors ici je définis mes directional light à chaque fois avec chaque valeur. Je vais juste envoyer toutes les données de directional light à ma disposition et j'incrémente le directional light counter. Ensuite ici, alors ici j'ai fonctionné un peu particulièrement, c'est que pour accéder à une valeur particulière d'un arrêt en GLSL, il faut tout simplement mettre un nom. Si je vais mettre, ou l'écrire, il faut juste mettre ça comme ceci, mettre l'index dans lequel on souhaite définir la valeur. Hop, juste ici, justement là. Et par exemple, si je veux la postline numéro 3, la quatrième, quoi, et bien après, je fais juste constant dans les uniformes. Donc je passerai directement ça à la valeur constante ici. Alors globalement, voilà, j'ai juste fait un truc qui est un peu dynamique. On récupère hop, le nombre de pointlight actuels. Donc là c'est 0 au début. Et j'incrémente à chaque fois après, à chaque fois. Et je définis mes valeurs. Donc j'ai défini plusieurs fonctions. Donc j'ai rajouté des fonctions que hop, dans shader, c'est principalement des fonctions d'uniforme. Donc un uniforme vecteur 3D, un uniforme vecteur 4D, un uniforme color et un uniforme int. Hop, que ici j'implémente. On va juste vous montrer, ça sera plus. Hop, je vais juste retourner à chaque fois, mais à récupérer les valeurs et utiliser les bonnes fonctions assignées. On va pas aller dans les détails, juste je vous montre un peu comment ça fonctionne. De toute façon, on avait déjà abordé précédemment dans d'autres vidéos. Alors, donc je fais la même chose pour les spotlights. Je vais définir exactement les mêmes valeurs. On va juste voir un petit cas particulier pour la spotlight. Pour définir l'angle, comme je vous ai dit, je n'utilise pas l'angle directement, mais le cosinus de l'angle. Et donc c'est juste, je vais juste convertir l'angle en radian et utiliser le cosinus. Globalement, c'est mieux de faire ça comme ça, c'est que ça sera beaucoup plus performant de le faire sur le CPU que sur le GPU. Et pareil pour le spot cost smooth value. Comme je vous l'ai dit, c'est l'angle, le spot angle moins le spot angle multiplié par spot smooth value que je convertis en radian exactement pareil. Et ensuite j'envoie les valeurs et c'est à peu près tout ce que je fais ici concernant les lights. Alors hop, on va juste aller voir dans maintenant ce qui nous intéresse vraiment, le modèle d'émulation de Bainfong. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué un peu les différentes structures que j'utilisais et comment j'ai décomposé. Hop, on va aller dans le main. Donc ici je définis ma couleur ambiante globale comme étant la global ambient color multiplié par le matériel ambient color multiplié par la texture ambiante du matériel. Ça va permettre d'avoir une ambiance couleur même s'il n'y a pas de light dans ma scène. Globalement, si je veux pas de couleur par défaut, bah, je mettrai global ambient color à 0,0. Comme ça, j'aurai pas du tout d'ambiance par défaut. Et ensuite, donc, je définis une couleur à chaque fois que je vais incrémenter à chaque fois avec les différents calculs de light. Donc, je le définis avec ambient color. Je calcule ma light directionnelle. Ensuite, je parcours mes point light et je calcule ma point light. Et je calcule mes spotlights et je calcule la spotlight. Et enfin, je renvoie au fragment shader la couleur finale avec la couleur R, couleur G, couleur B et 1.0. Pour le moment, j'ai mis 1.0 car tout simplement on ne gère pas l'alpha pour le moment et on aura l'occasion de l'aborder dans une autre vidéo. Alors maintenant, voyons en détail les différentes fonctions. Donc de toute façon, je vous ai fait l'explication du modèle d'émulation de Phong. Globalement, on sera juste, je vais juste reprendre les formules et les utiliser. Donc voilà comme je définis ma directional light. Hop, l'ambient color comme ceci, la diffuse color comme ceci. Je reprends les composantes diffus et du matériel et de la lumière à chaque fois.
Ensuite, je vais venir calculer le produit scalaire entre la normale et la light direction. Alors ici, je mets moins light direction, c'est tout simplement que, de toute façon, hop, si je mets ma surface comme ceci, la light, elle est comme ceci, et la normale, elle est comme ceci. Moi, je veux l'angle ici, donc c'est pour cela que je fais inverse, puisque je veux l'angle entre ce vecteur-là et ce vecteur-là. Donc, je ne vais pas utiliser directement l'angle, encore une fois, j'ai utilisé le cosinus de l'angle, qui est égal, du coup, au produit scalaire. Cos angle, je fais ça comme ça, ça serait égal du cosinus de l'angle entre normal et moins light direction est égal au produit scalaire, au dot. C'est pareil. Les deux sont pareils. Hop. Et donc ça c'est bon. Et du coup je lui multiplie la diffuse color par la valeur diffus. Et ensuite pour la composante spéculaire, bon, je vais faire pareil. Hein. Hop, je calcule le half-wave dir qui est la bissectrice entre le light direction et le view dir. View direction, je récupère la position du fragment et la position de vue. Et pour la spéculaire color, je l'utilise uniquement si la lumière est bien face à la surface. C'est-à-dire que si la lumière est bien comme ceci. Si elle est en dessous comme ça par exemple, on ne va pas utiliser de composante spéculaire. C'est logique. Et ensuite, j'utilise le modèle d'illumination de Phong, blind Phong, c'est pareil. Ambient color plus diffuse color plus spéculaire color. Et je n'oublie pas de rajouter l'intensité de la light à la fin. Donc c'était à peu près comment fonctionne la light color. Pour la point light, ça va fonctionner pareil, sauf que la direction ici, light direction, on va utiliser cette fois-ci la position de la light par rapport à la position de la surface. Donc pose moins p light position. Et ensuite, hop, on va venir faire les mêmes pareils que pour la light directionnelle. Ici, on va fonctionner pareil. Et on va ajouter l'atténuation comme ceci, hop, avec les composantes linéaires, quadratiques et constants, et la distance de lumière, donc que j'ai défini juste ici. Et ensuite, je calcule les couleurs ici, et je multiplie par l'atténuation, pour atténuer l'ambiante, la diffus et la spéculaire. Alors globalement, des fois, ils atténuent que la diffus et la spéculaire, mais globalement, je les fais comme ceci. Ça va dépendre des implémentations possibles, c'est pas forcément figé de toute façon. Et pour la spotlight, on va faire pareil, sauf que on va juste définir la couleur uniquement si on est dans l'angle cos-angle. Donc cos-angle, c'est entre light direction et normal slice direction. Donc si je fais hop, ici j'ai une spotlight qui est comme ceci, avec une direction comme ceci, et un angle ici, qui est défini ici. Tout ce qui sera illuminé entre ça et ça ne sera pas éclairé, enfin s'il n'y a pas de light, et entre ça et ça ne sera pas éclairé. Voilà, c'est à peu près comment je fonctionne. Globalement, des fois, dans certaines implémentations, ici ils vont retourner la composante ambiante ici, mais globalement moi je préfère ne pas le mettre car tout simplement j'ai pas envie qu'une spotlight qui est à 1000 km éclaire quand même l'objet, quoi. Donc je ne l'ai pas mis. Alors en général, de toute façon, on pourra rectifier ça plus tard si on souhaite l'ajouter. Et j'oublie pas de calculer l'intensité ici, donc la valeur d'intensité. Je définis l'epsilon entre spot cos smooth angle et s-light spot cos angle. Et je définis une intensité à chaque fois pour pouvoir calculer après l'intensité. Je vais aussi vous expliquer un peu en détail. Hop. Donc ici, j'ai ma valeur, j'ai ma direction, ma spot direction. Ici, hop, j'ai toujours l'angle. Et je veux, hop, ici, vous voyez que ici spot cos angle, c'est l'angle entre la direction, enfin ce sera le cos angle plutôt. Donc si ma direction elle est comme ceci, cos angle,
faire un petit peu mieux. Hop, c'est plus simple comme ça. Hop, là j'ai deux vecteurs et les deux vecteurs ici. Si je fais cos angle, ça va me donner un point juste ici. Hop, ça va représenter cette valeur là entre ça et ça. Et globalement, ça va aller de 0 à 1. Donc plus l'angle il est grand, et plus ça va être égal à 0. Et plus l'angle il est petit, plus ça sera égal à 1. Et globalement, en faisant spot cos move angle moins slight spot angle, je vais juste hop, définir globalement une interstice qu'on va faire comme ceci. Hop, on aura toujours hop. Ça va définir là où on souhaite interpoler. Donc ici, ça va définir epsilon, ce sera globalement ça en fait. Cet angle entre ce trait-là et ce trait-là. Et ça va permettre d'interpoler de manière... là, on utilise smooth angle, mais si on le faisait de manière linéaire, ici, on aurait l'intensité à 1, et ici, on aura une intensité de 0. Enfin, une intensity sera égale à 0. Qu'est-ce que va faire Smooth Step? Il va juste faire une interpolation non linéaire, mais un peu plus smooth. Hop, vous voyez que ici on n'est pas linéaire. Ici, si vous voyez, il y a un légèrement courbé, et ça va avoir des rendus un peu mieux. Après, globalement, on peut utiliser aussi une interpolation linéaire, tout simple. Mais globalement, je l'ai fait. J'ai procédé comme ceci. Et ensuite, on calcule l'intensité, hop, comme ceci. Alors, ensuite, ça c'était un peu l'explication du fragment shader. Et maintenant, voyons à quoi ça ressemble si on ajoute des lights dans la scène. Donc, on va aller dans Main. Hop, pour le moment, j'ai pas défini de classe scène par exemple. Globalement, c'est encore un peu défini dans le main, mais on aura l'occasion de le faire un peu plus tard, peut-être dans la prochaine vidéo notamment. Donc je vais toujours définir mon cube, enfin des fonctions qui me permettent de définir un cube avec un set rotation, un set position, un get position, un get rotation. J'ai juste rajouté ici dans create cube les trois valeurs ici, position, scale, rotation. Et c'est à peu près tout, de toute façon c'est juste des fonctions utilitaires. Ensuite, j'ai rajouté les structures matérielles et light, que j'en aurai besoin. Hop, on va définir une texture, qui sera la texture plus ou moins diffus et ambiante, et j'utilise la même, et une texture spéculaire, qui sera un peu différente. Donc, je vais vous montrer un peu les textures spéculaires et diffus. Alors, c'est celle-là. Donc ça sera la texture diffus. Donc globalement, je vais juste reprendre ma texture que j'avais définie avant. Et la texture spéculaire va ressembler à ceci, qui va permettre d'avoir des brillants uniquement sur les traits ici et sur le texte. Vous allez le voir, ça va avoir un rendu un peu particulier. Mais c'est plutôt bien de le faire comme ça, de ne pas définir toute la spéculaire. Hein. Je ne veux pas que la spéculaire soit sur tout l'objet ici. On aurait pu, mais globalement, je l'ai fait comme ceci. Ensuite, donc je vais définir une scène. Bon, là, globalement, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas aller dans les détails de pourquoi je fais ça comme ça. J'ai juste défini ce qu'on appelle un... Alors, cornel box. Hop. J'ai juste défini une cornel box, comme ceci. Hop, pour pouvoir... les cornel box sont utilisés pour pouvoir démontrer la précision de différentes équations de rendu. Notamment en illumination globale, et globalement j'ai juste défini un cube comme ici. Donc, on va pas aller dans les détails, hein. Je vais juste mettre à l'échelle à chaque fois et vous allez le voir par la suite. Je vais juste vous mettre comme ça si vous avez besoin. Hop, on va juste un peu zoomer comme ça vous voyez un peu mieux. Hop. Et on va pas aller dans les détails. Hop. Donc après avoir créé ma scène, donc mes différents cubes, je vais rajouter une lumière. Donc light setting, je vais global color, je vais mettre à 0,5, 0,5, 0,5. Et ensuite, je vais définir mes lights. À chaque fois, j'ai trois fonctions: enable direction light, enable point light, enable spotlight. Donc si je veux les activer ou les désactiver. En directional light, bon, je le définis comme ceci. Voilà. Si je définis juste des valeurs, hein,
ici, hop, en point light, je l'ai défini comme ceci. Et en spotlight, je définis comme ceci. Alors ici, j'ai spotlight texture. Pourquoi j'ai ça? Tout simplement, si je vais dans spotlight texture, j'utilise juste des textures un peu différentes pour les diffus. Pour afficher une light, permet de représenter la light comme un cube que je peux représenter avec le texte. Donc globalement, normalement il n'y a pas besoin de le faire, hein, mais ça me permet de voir où se trouve la light par rapport aux objets. Pour la diffus, j'ai fait pareil, sauf que, enfin la directionnelle plutôt, notamment il n'y en a pas besoin, mais j'ai juste défini un cube avec une direction. Hop, donc si je vais dans ici, je reprends, hop, donc direction, je vais venir plus tard définir la position de la direction de light. Alors, juste, on va aller, si j'en vais dans les spotlights, je vais en définir 3, c'est-à-dire 3 spotlights, avec des configurations un peu différentes, pour pouvoir les tester. Et je définis 3 cubes à chaque fois. Et dans mon new date, donc j'oublie pas de tester les lights au draw. Donc à chaque fois que j'active une lumière, je vais calculer la position de l'objet, de la lumière. Pour la directionnelle, comme je vous l'ai dit, je vais directement utiliser une rotation. Donc la position sera notamment égale à la direction. Globalement, c'est juste pour voir où est la lumière, enfin la direction de la lumière, quoi. Le spotlight, je vais définir comme ceci. Parce que je vais définir l'intensité, je vais venir changer de manière en ping-pong, qui va venir alterner entre 0 et 3 l'intensité de la spotlight. Et pour la spotlight, je vais juste définir des positions à chaque fois et venir les décaler en Z à chaque fois. Hop, step light, globalement ça, c'est juste que j'utilise ici. Et j'oublie pas de détruire un peu tous mes structures, donc les lights, les textures, les mesh renderers, les meshs, les shaders, la caméra et la window, pour désallouer en mémoire. Et ensuite, donc, voyons à quoi ça ressemble au final. Donc, comme vous le voyez ici, c'est ma kernel box, donc je vais définir comme j'ai défini une couleur ambiante par défaut. Par défaut, on est à 0,5, 0,5, 0,5. Et comme vous voyez, à chaque fois, il y a des couleurs différentes. Tout simplement parce que pour à chaque fois mes différents matériels, donc là c'est la composante ambiante, diffuse et spéculaire, et vous voyez que les valeurs ambiantes et diffuses ne sont pas pareilles à chaque fois. C'est ça qui va permettre d'avoir des couleurs un peu différentes, mais tout en utilisant la même texture au final. Donc voilà. Et ensuite, hop, donc voilà, une fois que j'ai défini la globale ambiante, on va venir activer à chaque fois les lights. Donc d'abord on va utiliser la direction des lights. Hop. Donc vous voyez que la direction elle est ici, donc là elle va vers le front, là elle va vers right, hop, là elle arrive sur left, etc. etc. Et vous voyez que la composante spéculaire est appliquée uniquement sur les bordures et sur le texte. On ne voit pas de composante spéculaire juste sur tout le modèle. Donc ça c'est pratique, ça va permettre de pouvoir définir directement la composante spéculaire. Et vous voyez que à chaque fois, les diffus se changent à chaque fois. Vous voyez que là, la diffus est forte, et là, la diffus ici est faible à chaque fois. Et il n'y a pas de diffus, la diffus est faible en haut et en bas, car tout simplement la light n'arrive pas à est orthogonal à chaque fois aux surfaces. Donc là, c'était pour la direction de light. Là, j'ai affiché mes normales de mon cube. Tout simplement, de toute façon, c'est des normales un peu classiques. Hop, maintenant, on va venir activer la point light, qui va permettre d'éclairer de manière homogène un peu toutes les surfaces. Hop. Vous voyez que là, les composantes spéculaires changent à chaque fois. Et vous voyez que tout devient atténué à chaque fois que l'intensité de la light devient forte ou pas. Et on voit aussi que là c'est plus fort ici que sur les coins, car tout simplement l'atténuation ici, la distance ici est plus loin qu'au centre à chaque fois.
Donc c'était comme ça un peu comme fonctionne la Spotlight. Elle est juste centrée au centre. Hop. Et pour là, les Spotlights, hop, ici, donc vous voyez, hop, on va juste monter un peu juste ici. Vous voyez que on va juste remettre ceci, hop, juste s'enlever. Juste vous montrer un peu comme ceci. Donc on voit bien que les spotlights ici éclairent en forme de cône les surfaces. Donc on voit que ici on a la surface qui est éclairée ici, et ici on a à chaque fois la surface éclairée. Alors ici on n'a pas de spéculaire, car tout simplement les lights ne sont pas assez hautes, et là il n'y aura pas de spéculaire. La spéculaire va être vraiment définie en fonction de la vue. Si on souhaite définir une spéculaire, on va juste hop, définir la position un peu plus haute. Et on aura une composante spéculaire à chaque fois. Je vais la définir un peu haute. Ouais, non, peut-être pas, parce qu'en gros, la composante spéculaire va se faire en fonction de la direction de la lumière. Et globalement, il faudrait que la lumière soit orientée par rapport à la surface d'une certaine façon par rapport à nous. Donc là, il faudrait plus que la lumière soit orientée vers right, qui va permettre de rebondir après vers nous. Mais globalement, je ne vais pas le faire ici, car ça va être juste un peu plus complexe à faire. Alors, hop, on va revenir comme ceci. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne si on les active un peu tous en même temps. Ce sera bien éclairé un peu partout. Hop, et comme c'est un peu concentré, ça sera un peu fort partout, mais on va quand même percevoir les différentes lights. Donc on voit bien que là la point light éclaire bien toutes les surfaces, que la direction de light va venir changer à chaque fois la surface, et que la spotlight éclaire toujours les différentes surfaces. Donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur le modèle le Blindfong. Globalement, on aura l'occasion d'aborder plus de choses dans d'autres vidéos et aller un peu plus en complexité dans les équations de rendu. Hop, mais ici ça donne vraiment, ça suffit largement dans de nombreuses applications. Faudrait juste ajouter peut-être des shadows, donc de l'ombrage, en fonction de si les différents objets sont obstrués par d'autres objets. Mais globalement aussi ça, on aura l'occasion de le faire plus tard. Alors hop, on va revenir juste ici. Donc c'était à peu près tout concernant cette implémentation. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire à cette vidéo et à me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir dans d'autres vidéos concernant la lumière et même sur d'autres notions dans les moteurs de jeu. Alors désolé si je ne suis pas assez présent en ce moment. Je vais essayer, encore une fois, à chaque fois je le dis, mais de faire plus de contenu sur cette chaîne et arriver à un moteur de jeu un peu plus complet qu'il ne l'est actuellement. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.